Ce qui en fait nous inquiéterait, je dis au conditionnel un peu, c'est qu'on dépasse le 1, donc l'épidémie entre guillemets repart. Mais je tiens aussi à rassurer parce que le chiffre essentiel que l'on doit regarder, ce sont les hospitalisations et les cas graves qui pour l'instant continuent à descendre. Nous avons le plaisir de retrouver le professeur Cyril Cohen. Cyril, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Chef du département d'immunothérapie à l'université de Bar-Ilan. Alors, on vous sollicite ce matin, Cyril, parce que ça faisait longtemps, il faut le dire, que l'on ne s'était pas parlé, mais apparemment, il y a une bonne raison, c'est ce rebond du coefficient de contamination qui est passé de 0,65 à 0,87, qui approche du 1 fatidique, signe donc d'une propagation, d'un rebond peut-être de la contamination, alors que par ailleurs, les données sont relativement favorables puisqu'elles sont en baisse, le nombre de malades graves. Alors, comment interpréter ce rebond du coefficient de contamination ? Oui, bonjour Daniel. Écoutez, en fait, ce que l'on peut voir en ce moment, c'est, comme vous l'avez dit, une remontée du R0, mais il est toujours en dessous de 1. C'est-à-dire que l'épidémie continue à se résorber, il y a de moins en moins de cas, mais d'un autre côté, la réduction du nombre de cas se fait moins rapide. C'est-à-dire que là, on s'oriente vers une stabilisation en fait du nombre de cas. Ce qui en fait nous inquiéterait, je dis au conditionnel un peu, c'est qu'on dépasse le 1, donc l'épidémie entre guillemets repart. Mais je tiens aussi à rassurer parce que le chiffre essentiel que l'on doit regarder, ce sont les hospitalisations et les cas graves qui pour l'instant continuent à descendre. On sait aussi que ça prend du temps après qu'il y ait une remontée des cas pour voir une remontée, je dirais, des cas en hospitalisation. Donc on va espérer que cela ne va pas se passer. Comment on explique cela ? Écoutez, petit 1, on a pratiquement aucune restriction en Israël, si ce n'est peut-être juste le masque à l'intérieur. Donc on vit avec la Covid-19. Petit 2, lorsqu'on parlait d'arriver à un état endémique, l'endémicité, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de Covid, mais ça veut dire qu'il y a du Covid, comme par exemple la grippe, mais que plus ou moins cela ne cause pas de surcharge sur notre système hospitalier. Petit 3, il faut dire qu'on a vu ces derniers temps le variant qui s'appelle le BA2, qui est en fait un variant qui ressemble beaucoup à l'Omicron, qui est devenu majoritaire en Israël comme dans beaucoup d'autres pays. Il est aux alentours de 50-60% aujourd'hui en Israël et il se propage plus rapidement que l'Omicron. On ne le croyait pas trop, mais il est, selon certaines estimations en Grande-Bretagne, 80% plus contagieux. Donc en fait, ce qui arrive, c'est qu'on est peut-être censé voir, ce qu'on est en train de voir, c'est la baisse du BA1, l'Omicron qu'on connaissait, et en parallèle, une petite montée du BA2. Mais vu que non plus le BA2 ne cause pas de maladies, je dirais, différentes ou plus graves que l'Omicron, on va espérer que même si le nombre de cas augmente, chose qui peut arriver, on ne verra pas trop de surcharge dans les hôpitaux. Pourquoi apparemment ce coefficient, il est constaté, cette augmentation, on va dire, des cas de contamination, elle est constatée en particulier dans les maisons de retraite, c'est vrai ? C'est ça, oui, justement, ça c'est un autre élément que je voulais apporter. Écoutez, on voit souvent des vagues. Par exemple, il y a quelques semaines, on voyait une grosse montée. Si je reprends par exemple l'Omicron et sa progression depuis fin novembre, donc on a vu dans la population, je dirais, générale israélienne. Après, il y avait certains clusters, par exemple, dans les régions, je dirais, des communautés arabes. Après, c'est revenu, je dirais, à la population plus ou moins générale en Israël. Et là, par exemple, on a vu certains clusters dans les maisons de retraite. Les maisons de retraite, comme par exemple, je dirais, d'autres lieux, comme les lieux de mariage, etc., sont des lieux que l'on connaît comme des lieux potentiels de clusters ou des prisons, par exemple. Je veux dire, les Havdil et les Fevdalot sont des lieux où les gens sont en proximité très, très proche. Petit 2, la population en général, je dirais, dans les maisons de retraite, vit vraiment au jour le jour de manière, pas comme dans une prison, heureusement, isolée dans une cellule, mais là, je veux dire, vit vraiment à proximité. Et donc, ils ont aussi beaucoup de visiteurs. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut prendre en compte. Donc, s'il y a moins, je dirais, par exemple, on avait conseillé de mettre, par exemple, un masque FFP2 en allant, par exemple, dans les maisons de retraite, etc. Et vous savez, en Israël, surtout en ce moment, on voit pas beaucoup de masques.
Et donc, on pense que les premiers endroits où on voit cette remontée, c'est effectivement les endroits où il y a beaucoup de densité, comme les maisons de retraite. Est-ce que l'on peut, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises depuis le début de l'épidémie, se référer à ce qui se passe dans d'autres pays pour essayer de mieux comprendre, parce que je suppose qu'on n'est pas les seuls à accuser cette augmentation, ce rebond du coefficient de contamination. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, en particulier en Occident, en Europe ? Oui, je vais parler non seulement de l'Occident, mais aussi de l'Asie, ce qui nous inquiète aussi un peu, ce qui est en train d'arriver là-bas. Écoutez, voilà, ce que l'on voit aujourd'hui en Europe, c'est une remontée un peu partout. On voit même en Allemagne un nombre très très fort de cas, aux alentours de 250 000 cas quotidiens. On voit en Angleterre une augmentation ces derniers temps, cette dernière semaine, de 30% au niveau des cas, etc. Au Danemark, ils sont aussi à un pic, non seulement de cas, mais aussi un pic de décès dus à la Covid. Donc la Covid-19 n'a pas disparu. On l'a peut-être oublié un peu à cause de ce qui arrive en Ukraine, mais elle n'a pas disparu, avec une fois de plus ce variant BA2 qui se propage très très rapidement. Un nouveau variant qui est apparu, mais on ne pense pas, surtout en Europe, on ne pense pas qu'il cause ce rebond. C'est le variant qu'on appelle le Deltacron, un mélange du Delta et de l'Omicron. Donc ça aussi, je tiens à rassurer, pour l'instant, on n'a pas de données comme quoi il est beaucoup plus virulent, il se propage beaucoup plus que le BA1 ou le BA2, mais quand même, on le suit. Et en Asie, ce que l'on voit aussi, c'est un fort rebond, surtout par exemple à Hong Kong, où en un mois, ils ont eu à peu près 4000 décès dus à la Covid. Jusqu'à présent, ils avaient cette politique de zéro Covid. Ils avaient un nombre très, très bas de décès, mais c'est une population aussi, surtout la population âgée, qui n'est pas beaucoup vaccinée ou qui n'a pas fait le booster. On parle à peu près juste une vingtaine % de personnes en tout et pour tout à Hong Kong qui ont fait le rappel. Et donc ça, malheureusement, c'est que le rappel aide à empêcher les maladies graves, réduit le risque de faire des maladies graves d'à peu près 10 fois comparé à des gens qui ne sont pas vaccinés. C'est très important pour les personnes âgées. Alors justement, à propos du booster, si on devait se retrouver dans une situation de rebond de l'épidémie, est-ce que cela signifierait presque automatiquement que l'on devrait à nouveau lancer une campagne de vaccination pour un 5e booster, un 5e vaccin ou pas, ou un 4e ou un 5e ? Non, là, je ne pense pas sincèrement qu'on a suffisamment d'éléments de réponse pour répondre à cela. Il faut pas oublier que pour l'instant, le vaccin qu'on a est un vaccin qui n'est pas, je dirais, adapté ou mis à jour aux nouveaux variants. C'est toujours le vaccin qui est basé, même s'il a marché et qu'il protège des formes graves. En ce qui concerne la contamination, on voit que cela ne protège pas ou protège très très peu. Même une 4e dose, on voit des gens qui ont fait la 4e dose qui sont infectés. Une fois de plus, la différence, c'est en ce qui concerne les formes graves. Et donc, vu que l'Omicron ou le BA2 cause moins de formes graves et que ceux qui sont plus sujets aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est soit les gens qui n'ont pas été vaccinés du tout, soit les gens qui sont âgés avec de fortes comorbidités, pour le reste de la population, même une 4e dose n'a pas démontré un grand bénéfice. Donc c'est pour ça que je ne vois pas pourquoi, du moins avec les données qu'on a aujourd'hui, avec les variants que l'on voit aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait urgence à recommander une 4e, une 5e dose pour des populations qui sont en bonne santé et jeunes. Et ceux qui ont déjà été, immunisés par la maladie, ceux qui ont eu l'Omicron, ils sont protégés ? Oui, c'est ce que l'on pense aussi. On pense que, une fois de plus, pour beaucoup, la 4e dose, ça a été l'Omicron, et donc cette exposition naturelle protège, je dirais, la population. Du moins, on sait que les coronavirus, même s'ils ne génèrent pas une immunité qui est durable à court terme, on voit quand même que les gens qui ont eu la maladie sont quand même protégés. Ils sont encore plus protégés s'ils ont été vaccinés et qu'ils ont eu le Covid. Alors, je vais vous poser une question, Cyril, qui sort un peu de l'ordinaire. C'est-à-dire, maintenant qu'on parle beaucoup moins de l'épidémie, que l'on est focalisé par ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce que vous faites dans votre laboratoire toute la journée ? Écoutez, je vais vous dire plusieurs choses. D'abord, je n'ai jamais cessé mes activités de recherche. Nous venons justement de publier un nouveau traitement pour le myélome multiple en collaboration avec Hadassah. Je suis aussi le président de l'association de recherche contre le cancer en Israël. Donc, croyez-moi que j'ai beaucoup de choses à faire. Pour moi, la recherche a toujours été ma priorité. On essaie aussi de comprendre comment le Covid se développe, etc. Mais quoi qu'il en soit, malheureusement, lorsqu'on travaille sur les sujets sur lesquels je travaille,
on a toujours beaucoup trop de travail, donc vous savez, j'ai suffisamment. Je joue un peu de guitare aussi de temps en temps. Oui, ça je sais. Voilà. Non, mais ce que je voulais dire, c'est ce que je fais. Ce que je voulais dire, c'était que peut-être la focalisation sur l'épidémie, est-ce que ça a porté atteinte, je veux dire, à vos recherches sur d'autres secteurs, ou alors vous avez réussi à concilier les deux? Ah non, c'est très gentil, mais toujours la priorité. D'abord, la priorité, c'est la famille. Après, évidemment, c'est la recherche et mon travail ici avec toute mon équipe. Et puis, vous savez, c'est sûr qu'on avait beaucoup plus de réunions au ministère de la Santé, on en a toujours, ou plus de réunions avec, je dirais, le gouvernement, etc. Mais là, non, ça va. Je veux dire, ça n'a pas porté atteinte. Ça a donné une autre vision des choses. Et j'ai toujours, Baruch Hashem, je suis priorisé et j'essaye de le faire toujours. Voilà. Et je suis toujours à même de refuser, sauf quand c'est Kalita qui me demande une interview parce que j'aime toujours être passé chez vous. Voilà, mais bien merci. Il faut rappeler, Cyril, puisque nous sommes à la veille de Purim, que c'était il y a 2 ans que bien débutait l'épidémie, que l'on commençait à instaurer les mesures de restriction, et donc 2 ans qui ont bouleversé le monde de ce point de vue de cette épidémie. Merci encore, Cyril, professeur Cyril Cohen, d'avoir été avec nous. Bonne journée, bon jeûne d'Esther, et puis Purim Sameach. Purim Sameach à tous et beaucoup de santé. Préservez-vous. Au revoir.